En mars 1968, l'Union soviétique a perdu l'un de ses sous-marins lanceurs d'engins balistiques les plus puissants dans des circonstances mystérieuses. Ce qui a suivi a été un silence de plusieurs décennies, une mission de récupération top secrète de la CIA et un camouflage de la guerre froide qui a failli disparaître dans l'histoire jusqu'à présent. Le mystère du CAS-129 soviétique a finalement été résolu en 2025, et c'était pire que ce que nous pensions. De l'espionnage en haute mer à une ogive nucléaire perdue, l'histoire du CAS-129 ne concerne pas seulement ce qui a coulé, mais aussi ce qui a failli s'enflammer. Voici l'histoire complète de la catastrophe que le monde n'était jamais censé connaître. Une disparition silencieuse. Le 24 février, le sous-marin lanceur d'engins balistiques K-129 de la marine soviétique de classe Gulf II a glissé silencieusement de sa base à Petropavlovsk-Kamtchatski, un avant-poste éloigné situé sur la péninsule de Kamtchatka à l'extrême est de la Russie. Le sous-marin était une merveille de l'ingénierie de la guerre froide, mesurant près de 300 pieds, de long furtif et mortel, transportant un équipage de 98 hommes dont les visages allaient un an bientôt disparaître dans le profond Pacifique. Le K-129 était armé de 3 missiles balistiques nucléaires R-21 capables de frapper des cibles à des milliers de miles ainsi que d'une gamme de torpilles à ogives nucléaires conçues pour la guerre offensive et défensive sous les vagues. La mission du sous-marin était enveloppée du plus grand secret, une patrouille de routine dans l'immensité du Pacifique, où il devait discrètement suivre la flotte du Pacifique de la marine américaine et maintenir une dissuasion nucléaire stratégique dans une époque tendue marquée par le jeu du chat et de la souris. La guerre froide battait son plein. Chaque mouvement était surveillé, chaque son analysé. La communication du K-129 était minimale, délibérément sparse pour éviter la détection limitée à de brèves transmissions cryptées. Le 8 mars 1968, le K-129 a envoyé sa dernière transmission radio connue. Après cela, le silence a englouti le sous-marin. Il a manqué tous les check-ins programmés par la suite. Les alarmes ont immédiatement retenti à Moscou. Les commandants de sous-marins, le renseignement naval et le haut commandement soviétique se sont précipités pour comprendre ce blackout soudain. Était-ce une défaillance mécanique, une action ennemie ou quelque chose de bien pire ? La marine soviétique a lancé une vaste opération de recherche parcourant des milliers de miles carrés d'océan, ouvert une tâche décourageante à l'époque précédant le GPS et l'imagerie satellite. Des navires, des avions et des équipements de détection sous-marine ont scruté les vagues et les profondeurs, mais tous les efforts n'ont rien donné. C'était comme si le K-129 avait simplement disparu dans les airs. Des théories ont commencé à circuler. Accident catastrophique, collision avec un navire américain, explosion interne ou même mutinerie. Pourtant, malgré des tentatives désespérées, l'Union soviétique n'a jamais retrouvé l'épave. Le K-129 avait glissé sous les vagues sans laisser de traces, son destin enfermé dans les ombres de la guerre froide. Les Américains écoutaient vent déjà. À l'insu des Soviétiques, leur silence n'est pas passé inaperçu. La marine américaine, armée d'une arme secrète à la pointe de la technologie, avait déjà détecté quelque chose d'inhabituel. Depuis la fin des années 1950, les États-Unis avaient mis en place SOSUS, le système de surveillance sonore, un vaste réseau de postes d'écoute sous-marins répartis dans des lieux océaniques stratégiques. Ces réseaux d'hydrophones étaient conçus pour détecter les sons à basse fréquence des sous-marins soviétiques suivant leurs mouvements silencieusement et invisiblement sous les vagues. Le jour même de la dernière transmission du K-129, le 8 mars 1968, un événement acoustique étrange et puissant a ondulé à travers le profond Pacifique. Le réseau SOSUS a capté une explosion aiguë et anormale, différente de tout ce qui pouvait provenir de la vie marine ou d'une activité sismique. Le son était cohérent avec une implosion massive sous-marine ou une défaillance catastrophique. En utilisant les données de plusieurs stations d'écoute, les analystes acoustiques de la marine américaine ont triangulé l'origine du son à un emplacement éloigné à environ 1560 miles au nord-ouest d'Hawaï. La profondeur de l'océan à cet endroit dépassait 16 000 pieds, un royaume où même les sous-marins les plus avancés n'osaient pas s'attarder. Avec ce renseignement, les États-Unis ont lancé une opération de sauvetage secrète, connue sous le nom d'opération Sand Dollar. Le USS Halibut, un sous-marin unique réaménagé avec des caméras sous-marines, des manipulateurs et des capteurs spécialisés, a été dépêché sur le site. Ce n'était pas une mission ordinaire. L'équipage du Halibut,
faisait face à d'immenses défis techniques plongeant à des profondeurs qui mettaient à l'épreuve les limites de la technologie des années 1960. En août 1968, après des mois de recherches minutieuses et de manœuvres délicates, le halibut a trouvé l'épave. Les restes du sous-marin gisaient brisés en au moins 2 sections massives au fond de la mer, preuve d'une catastrophe violente. Les images transmises montraient du métal tordu et des cloisons brisées, un tableau sinistre figé dans le temps. Cette découverte a déclenché une partie d'échecs à enjeux élevés de la guerre froide, les deux camps s'efforçant de comprendre ce qui s'était passé et quels secrets étaient enfouis dans les profondeurs aux côtés des restes du K-129. Numéro 3. Une ambition secrète. Au début des années 1970, la guerre froide était une guerre d'ombre, d'intelligence, de technologie et d'opérations clandestines, la mystérieuse disparition du sous-marin soviétique K-129 étant déjà devenu l'un des puzzles les plus déroutants pour les agences de renseignement américaines. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un navire manquant, cela représentait un trésor de secrets soviétiques, potentiellement révolutionnaire, reposant au fond de l'océan Pacifique à près de 3 miles sous la surface. La Central Intelligence Agency CIA a rapidement réalisé l'ampleur de l'opportunité. Le sous-marin était armé de missiles nucléaires et son équipement à bord comprenait du matériel cryptographique, des codes de lancement de missiles, des journaux de navigation et d'autres technologies navales classifiées qui pouvaient révéler les capacités stratégiques de l'Union soviétique. La récupération même de fragments de cette épave pourrait fournir un gain de renseignements sans précédent, pouvant modifier l'équilibre délicat des pouvoirs pendant la guerre froide. Cependant, les défis techniques étaient décourageants. Les profondeurs impliquées doivent dépasser la portée des opérations de sauvetage typiques de l'époque. De plus, toute tentative de récupération ouverte risquait de déclencher un incident politique avec des conséquences diplomatiques catastrophiques. La mission devait être exécutée dans le plus grand secret, déguisée en une entreprise commerciale bénigne pour éviter les soupçons de la surveillance soviétique ou des observateurs internationaux. C'est ici qu'un des personnages les plus énigmatiques d'Amérique est intervenu, Howard Hughes. L'aviateur milliardaire, industriel et excentrique reclus était à l'apogée de son influence, possédant d'immenses entreprises comprenant des projets aérospatiaux et maritimes. La CIA a approché Hughes avec une proposition secrète pour prêter le nom et les ressources de son entreprise comme couverture pour l'opération de sauvetage. Hughes a accepté, fournissant un écran de fumée pratique. Le récit public a été soigneusement élaboré. Le navire en construction nommé le Hughes Glomar Explorer était un vaisseau de minage en haute mer conçu pour explorer et extraire des nodules de manganèse du fond océanique. Cette explication était suffisamment plausible pour détourner l'attention du véritable objectif. En coulisses cependant, le Glomar Explorer était le point central d'une opération de renseignement de 350 millions de dollars connue sous le nom de projet Azorian, l'une des tentatives de sauvetage les plus ambitieuses et secrètes de l'histoire. Le projet a rassemblé les meilleurs esprits en ingénierie navale, en espionnage et en océanographie, tous motivés par l'impératif d'atteindre près de 18 000 pieds sous les vagues et de récupérer ce que les soviétiques avaient perdu. Les enjeux n'auraient pas pu être plus élevés. Le succès promettait un trésor de secrets soviétiques et un avantage majeur dans la guerre froide. L'échec risquait l'exposition et le scandale international. Le monde observait sans le savoir alors qu'un énorme navire était préparé pour une mission qui pourrait redéfinir le sauvetage sous-marin, l'espionnage et la guerre navale pour toujours. Numéro 4. La récupération impossible. Le Glomar Explorer était une merveille d'ingénierie construit spécifiquement pour exécuter ce que beaucoup à l'époque considéraient comme une mission impossible. Sa caractéristique la plus extraordinaire était une énorme pince mécanique connue sous le nom de code Clémentine, conçue pour descendre à près de 3 miles au fond de l'océan et saisir les restes du quai 129 avec une précision sans précédent. Le pont du navire abritait une piscine secrète, une grande ouverture dans la coque qui permettait à la pince et aux débris, récupérés, d'être tirés à l'intérieur sous le couvert du navire, lui-même les protégeant des regards indiscrets et empêchant les soviétiques ou d'autres observateurs de repérer ce qui était en cours de récupération. À l'aube du 4 juillet 1974, sous un voile de secret et de tension, le Glomar Explorer a atteint les coordonnées censées marquer le dernier lieu de repos du sous-marin. L'océan était calme, mais les défis de la mission étaient énormes. Toute erreur de calcul condamnerait l'ensemble de l'opération.
Alors que Clémentine descendait dans les profondeurs d'ancre opérées à distance par une équipe d'ingénieurs qualifiés, l'équipage attendait anxieusement. Cette pince était l'aboutissement de plusieurs années de recherche et de développement conçues pour résister aux pressions écrasantes et fonctionner dans une obscurité quasi totale. Lorsque la pince a atteint le fond marin, elle s'est accrochée avec succès à la section de proue du sous-marin, un accomplissement monumental en soi. Cette partie de l'épave était censée contenir des tubes de torpilles et surtout des livres de code hautement classifiés et du matériel cryptographique utilisé par les forces navales soviétiques. Cependant, la récupération était loin d'être terminée. Lentement mais sûrement, Clémentine a commencé à soulever la section vers la surface. Puis la catastrophe a frappé. Les énormes tensions de la pression océanique et la fragilité de l'épave ont causé la rupture de près des 2/3 de la section récupérée qui a chuté à nouveau dans l'abîme en dessous. Malgré ce revers dévastateur, la portion qui était restée intacte et a été ramenée à bord était tout simplement incroyable. Les matériaux récupérés contenaient cependant des renseignements inestimables, fournissant des aperçus qui ont stupéfié les responsables navals et de renseignement américains. L'opération avait non seulement repoussé les limites de la technologie de sauvetage marine, mais avait également réussi l'un des exploits d'espionnage les plus audacieux jamais tentés. Pourtant, de nombreuses grandes questions demeuraient. Qu'est-ce qui avait exactement été récupéré ? Combien cela avait-il changé le jeu stratégique ? Et quels secrets les soviétiques gardaient-ils encore verrouillés dans les profondeurs ? La découverte choquante. Lorsque la massive pince du Hughes Glomar Explorer a enfin extrait une partie du sous-marin soviétique K-129 des profondeurs abyssales de l'océan Pacifique, le monde était sur le point de confronter une vérité bien plus sombre que quiconque ne l'avait imaginé. Parmi les débris récupérés se trouvaient non seulement des restes de la coque du sous-marin, mais aussi 2 torpilles multinucléaires, des rappels silencieux et mortels du jeu de la guerre froide. Ce n'étaient vraiment pas de simples artefacts, mais des armes de destruction inimaginables dormant sous des milliers de pieds d'eau. Encore plus troublante était la découverte des corps décomposés et des restes squelettiques des membres d'équipage soviétiques, une preuve sombre des vies perdues dans le silence et le secret. L'état physique des ogives a soulevé des inquiétudes immédiates. Les torpilles étaient corrodées, mais intactes, leur présence soulignant les enjeux graves de la mission du sous-marin. Mais le véritable choc se trouvait plus profondément dans l'analyse médico-légale détaillée effectuée par les agents de renseignement de la CIA et les experts en armement. Les dommages observés sur les tubes de missiles et les systèmes de contrôle sophistiqués du sous-marin ne ressemblaient pas à une défaillance mécanique typique ou à un dysfonctionnement accidentel. Au lieu de cela, les enquêteurs ont trouvé des anomalies incompatibles avec un effondrement structurel ou une usure environnementale. Les tubes montraient des signes d'ignition partielle et de séquences de lancement avortées. Les panneaux de contrôle et le câblage portaient des marques de brûlure et des signes de manipulation manuelle, comme si quelqu'un avait forcé l'annulation des procédures d'exploitation standard. En 1975, avec les avancées en matière de renseignement par signaux et la réanalyse des données acoustiques, la CIA a reconstitué un récit glaçant. Le K-129 n'avait pas coulé par hasard ou par faute mécanique. Au contraire, l'équipage du sous-marin avait tenté un lancement de missiles non autorisé. La séquence d'ignition a été déclenchée mais a été brusquement arrêtée avant que les ogives nucléaires ne puissent être tirées. Les raisons de l'interruption demeurent floues, qu'il s'agisse d'une défaillance technique d'une décision de commandement ou de sabotage. Pourtant, le simple fait que cette tentative de lancement ait eu lieu était terrifiant. Cette révélation impliquait une main humaine à l'œuvre. Quelqu'un à bord du K-129 avait essayé de déclencher une guerre nucléaire. Que ce soit par une mauvaise communication, une défaillance, une mutinerie ou une intention délibérée, les implications ont fait des vagues dans les cercles de renseignement. La possibilité d'un lancement de missiles hors de contrôle pendant l'une des périodes les plus tendues de la guerre froide aurait pu déclencher un conflit mondial catastrophique. Cela a souligné à quel point le monde était proche de l'annihilation sans que le public ne le sache jamais. Suppression et retombée. Malgré l'ampleur de la découverte, le gouvernement des États-Unis était confronté à un dilemme délicat. Reconnaître publiquement l'opération de sauvetage secrète risquait d'exposer des capacités de renseignement vitales et d'enflammer les tensions internationales.
Pourtant, alors que des détails sur le projet Azorian commençaient à fuiter par des journalistes d'investigation et des sources internes, la CIA a adopté une position désormais célèbre connue sous le nom de réponse Glomar. Lorsqu'ils étaient interrogés par le Congrès et la presse, les porte-paroles de l'agence refusaient de confirmer ou de nier l'opération, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Cette réponse ambiguë, ni confirmée ni niée, est devenue une caractéristique des activités gouvernementales clandestines. C'était un bouclier soigneusement élaboré pour maintenir le secret tout en détournant l'attention. Le succès partiel de la mission et les fuites subséquentes ont conduit à des débats internes au sein de la communauté du renseignement américain concernant les risques de nouvelles tentatives. Une deuxième mission prévue, codée Projet Matador, visait à récupérer des parties supplémentaires du K-129 dans des débris plus profonds. Cependant, des préoccupations concernant l'exposition, les retombées politiques et les défis techniques ont conduit à l'annulation du projet. Les risques étaient jugés trop élevés. Pendant ce temps, sur le plan diplomatique, les tensions bouillonnaient sous la surface. L'Union soviétique, soupçonneuse des activités sous-marines américaines dans le Pacifique, a intensifié ses efforts de surveillance et de contre-espionnage. Les relations entre les superpuissances devenaient plus prudentes, bien que la rhétorique publique restât relativement mesurée. En 1992, près de 2 décennies après le sauvetage, la CIA a publié une vidéo soigneusement produite montrant une cérémonie d'inhumation en mer pour les 6 marins soviétiques, dont les restes avaient été récupérés de l'épave du sous-marin. Ce geste visait à démontrer du respect et peut-être à atténuer les tensions diplomatiques, mais il n'a guère apaisé les soupçons russes ou les spéculations publiques. L'ensemble de l'épisode du K-129 et du projet Azorian reste enveloppé de secrets avec de nombreux fichiers toujours classifiés. La mission a révélé non seulement un audace technologique, mais aussi la nature fragile de la paix, de la guerre froide reposant sur le fil d'un rasoir près de la catastrophe. La question demeure. À quel point le monde est-il réellement proche d'une catastrophe nucléaire et combien d'autres secrets restent cachés sous les vagues? Théories et dénégations. Pendant plus d'un demi-siècle, le mystère entourant la disparition du sous-marin soviétique K-129 a engendré d'innombrables théories, spéculations et dénégations. Chaque tentative d'expliquer ce qui est arrivé au sous-marin semblait plausible en surface, mais échouait finalement à résoudre l'énigme. L'une des premières et des plus persistantes théories suggérait une collision catastrophique avec l'USS Swordfish, un sous-marin de la marine américaine opérant dans la même zone générale à l'époque. Selon les partisans de cette idée, une collision sous-marine fatale pourrait expliquer la perte soudaine du K-129, justifiant l'explosion entendue par les systèmes de surveillance sous-marins. Cependant, cette théorie a rencontré de sérieux obstacles. Tout d'abord, les dossiers et journaux officiels de l'USS Swordfish ne montraient aucune indication d'accident et le sous-marin a été inspecté après sa patrouille sans signe de dommages de collision. De plus, les données sonars ne s'alignaient vraiment pas complètement avec un scénario de collision, surtout compte tenu des motifs de dommages inhabituels trouvés sur les fragments d'épave récupérés des années plus tard. D'autres théories se concentraient sur des catastrophes internes à bord du K-529. Certains ont suggéré qu'une explosion d'hydrogène, un risque connu sur les sous-marins en raison de l'évent des batteries dans des espaces communément confinés, aurait pu déclencher une réaction en chaîne. Les batteries en étant cruciales pour les opérations subaquatiques et une défaillance pourrait produire des gaz inflammables qui, s'ils étaient enflammés, pourraient causer une explosion dévastatrice. Cette explication semblait correspondre aux dommages partiels et à l'absence d'une détonation complète. Pourtant, elle ne tenait pas compte de certaines anomalies critiques. Les ogives nucléaires manquantes et les dommages étranges aux tubes de missiles indiquant qu'une tentative de lancement avait été interrompue plutôt qu'une simple explosion à bord. Il y avait également des spéculations sur un dysfonctionnement de la batterie déclenchant un incendie ou une défaillance mécanique interne menant à la noyade. Ces explications, bien que raisonnables, ne clarifièrent pas la charge nucléaire manquante et la complexité des dommages trouvés sur l'épave. En 2005, des indices alléchants sont apparus dans des documents partiellement déclassifiés, suggérant quelque chose d'extraordinaire. Ces fichiers impliquaient que la cloche du sous-marin K-129 avait été récupérée par les services de renseignement américains. C'était une révélation significative car la tour de commandement, essentiellement le centre de commandement et le hub de navigation du sous-marin, ne serait accessible que si la section de commandement entière avait été levée avec succès du fond de l'océan.
Une telle récupération signifierait que les États-Unis avaient récupéré une partie substantielle du sous-marin intact et non juste des débris éparpillés. Pourtant, malgré cet indice intrigant, la CIA et d'autres agences de renseignement ont officiellement nié toute récupération maintenant, une politique de ne pas confirmer ni nier les détails des opérations de sauvetage. L'ambiguïté a alimenté les spéculations pendant des années, beaucoup se demandant quel secret se cachait dans cette section de commandement et pourquoi elle restait sous un tel secret. La fuite qui a tout changé. Puis en 2025, un ensemble de documents navals russes nouvellement déclassifiés, croisés avec des rapports de renseignement américains précédemment non publiés, a offert ce que beaucoup croient maintenant être le compte-rendu le plus complet à ce jour de la catastrophe du K-129. Bien que tous les détails ne soient pas concluants, les fichiers ont été décrits par des experts comme étant les plus proches que nous ayons pu comprendre ce qui s'est réellement passé sous le Pacifique. Selon les documents, la dernière mission du K-129 n'aurait pas été une patrouille de routine. Les communications internes et les journaux de mission suggèrent que des éléments au sein de la marine soviétique avaient émis des directives spéciales pour le sous-marin, peut-être en dehors de la pleine connaissance de la structure de commandement supérieure à Moscou. Bien que certains analystes interprètent cela comme une preuve de manœuvre de pouvoir interne durant une période tendue de la politique soviétique, d'autres mettent en garde que le langage reste vague et est sujet à interprétation. Le détail le plus frappant est l'indication d'un possible dysfonctionnement du système de missiles qui semble avoir déclenché une séquence de lancement avortée. Que cela ait été dans le cadre d'un test de missile planifié, d'une démonstration de force ou de quelque chose de plus non conventionnel reste incertain. Ce qui est certain, c'est que à peine après le déclenchement de la séquence, toute communication du K-129 a cessé, suivie de signatures acoustiques cohérentes avec une explosion catastrophique à bord. L'idée que le sous-marin ait subi une défaillance conventionnelle pendant une opération à haut risque est désormais considérée comme l'une des explications les plus probables de son naufrage. Pourtant, la nature précise de sa dernière mission, qu'il s'agisse d'une patrouille de dissuasion autorisée qui a mal tourné ou de quelque chose de plus irrégulier, demeure un sujet de débat. Pendant des décennies, dans le mystère du K-129 a été un symbole du secret de la guerre froide. Et bien que cette nouvelle preuve ne réponde pas à toutes les questions, elle clôt enfin un chapitre qui menaçait autrefois de se transformer en confrontation nucléaire, le monde étant resté dans l'ignorance. L'ogive manquante. L'énigme la plus troublante entourant le K-129 réside dans le sort d'une ogive nucléaire qui n'a jamais été récupérée. Les dossiers navals soviétiques déclassifiés en 2025 ont révélé un fait glaçant. Alors que le sous-marin subissait une défaillance catastrophique, l'un de ses missiles balistiques à ogive nucléaire avait été éjecté de son tube de lancement avant que le vaisseau ne s'implose. Le moment exact et les mécanismes de cette éjection demeurent enveloppés de mystère. C'était un événement sans précédent, suggérant quelque chose de bien plus chaotique et désespéré qu'une simple défaillance mécanique. Les satellites de surveillance américains surveillant l'océan Pacifique pendant cette période tendue de la guerre froide ont enregistré une anomalie thermique inexpliquée peu après la disparition du K-129. Ce bref pic d'activité thermique cohérent avec un impact ou une descente de missiles ou d'ogives a été rejeté à l'époque comme un événement météorologique ou volcanique et n'a jamais été formellement enquêté. Mais avec le recul, cela soulève des questions urgentes. Cette signature thermique aurait-elle pu être celle de l'ogive du missile plongeant dans l'océan profond, et si oui, où exactement a-t-elle atterri ? Encore plus troublant est la possibilité que cette ogive n'ait pas été perdue dans les profondeurs, mais ait été récupérée plus tard par une partie inconnue opérant dans le secret. Le Pacifique était un théâtre contesté et lourdement surveillé, pourtant des décennies se sont écoulées sans aucune connaissance ou reconnaissance publique d'une mission de récupération. Une tierce partie ou peut-être une agence de renseignement avec des capacités ultra couvertes aurait-elle pu saisir cette ogive nucléaire ? Si oui, quel était leur motif ? S'agissait-il d'une opération de sauvetage secrète d'un acte hors la loi ou d'un prélude à un jeu géopolitique caché dont le monde reste inconscient ? Les implications sont profondes. Une ogive nucléaire manquante dérivant invisiblement dans l'océan aurait pu devenir un atout dangereux, soit un moyen de pression, soit une arme attendant d'être activée. Cette possibilité ajoute un chapitre sombre et non résolu à la saga de la guerre froide, un chapitre qui fait écho à la fragilité terrifiante de la paix mondiale durant ces jours précaires.
pire que ce que nous pensions. Les rapports finaux et les récentes publications de documents ont considérablement modifié le récit autour du naufrage du K-129. Bien que l'histoire complète ne soit peut-être jamais connue, une chose semble maintenant de plus en plus claire. Ce n'était pas une patrouille de routine qui a mal tourné. Les preuves émergentes pointent vers une opération hautement irrégulière peut-être réalisée sans l'autorisation complète de Moscou. Les matériaux déclassifiés suggèrent non que le sous-marin était engagé dans une mission beaucoup plus complexe et potentiellement plus dangereuse que ce que l'on avait compris auparavant. Bien que certains experts évitent de l'appeler une tentative de frappe nucléaire hors la loi, les données impliquant la présence de protocoles de missiles inhabituels et de séquences de lancement avortées dans les derniers moments du K-129. Le véritable objectif de l'opération demeure un sujet de débat intense. Une théorie propose que le lancement devait être attribué à la Chine, augmentant ainsi les tensions régionales et justifiant un coup politique au sein de l'Union soviétique. Une autre hypothèse plus alarmante suggère que la frappe était dirigée directement contre les États-Unis dans une tentative désespérée de remodeler les dynamiques de la guerre froide. Quel que soit le résultat prévu, les analystes s'accordent à dire une chose. Si l'équipage du sous-marin a tenté de lancer un missile nucléaire sans approbation du commandement central, cela aurait été un acte de risque profond, voire de désespoir. Qu'il s'agisse d'une erreur de calcul, d'une défaillance ou d'un acte de défi délibéré, la mission portait en elle le potentiel de conséquences mondiales catastrophiques. Maintenant, avec les déclassifications de 2025, la vérité glaçante a été mise au jour. La guerre froide a failli devenir chaude le 8 mars 1968. La ligne entre la paix et l'apocalypse était d'une finesse extrême. Ce qui a empêché l'inferno nucléaire n'était pas la diplomatie ou le renseignement, mais la pure chance et l'échec d'un plan mortel. C'est choquant. Le mystère du K-129 soviétique a finalement été résolu en 2025, et c'était pire que ce que nous pensions. À quel point pensez-vous que le monde était réellement proche de la guerre nucléaire ce jour-là, en 1968 ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous, et à bientôt pour la prochaine.